Ne vous approchez pas de là! Pour votre sécurité! Restez aussi loin de moi que possible! Au pied de Seattle, qu'est-ce qui se passe? Je transporte un chargement de césium-137! Au moins un des contenants s'est renversé! C'est de la poudre et c'est répandu dans l'air! Alors que l'enfant à l'intérieur de la voiture n'arrêtait pas d'appeler à l'aide, les équipes de secours n'osaient toujours pas s'approcher. Que s'était-il donc passé? Quelle était la nature exacte de cette poudre blanche répandue au sol? Il s'avéra que le césium-137 était une substance radioactive mortelle. James a levé ses jumelles pour observer la scène et a repéré la poudre blanche répandue sur le sol. Cette poudre, d'apparence inoffensive, recèle pourtant une radioactivité mortelle. Une fois inhalée, elle peut non seulement provoquer des cancers, mais aussi endommager les organes du corps humain. Or, les enfants dans le bus scolaire n'en ont aucune idée et risquent à tout moment d'ouvrir la fenêtre et d'entrer en contact avec ces poussières. Chaque minute qui s'écoule multiplie le danger. James décida de prendre le risque de se précipiter à l'intérieur pour sauver les enfants, mais Eddie l'en empêcha sur le champ. Arthur se porta volontaire pour effectuer cette reconnaissance qu'il était lui-même atteint d'un cancer. À ce moment critique, James et David se portèrent résolument volontaires pour partir en mission. Les dosimètres ont une fonction radiamètre. Ça bipera si vous êtes trop près d'une substance radioactive. Dès que ça bip, vous avez 10 minutes. Eddie, l'air grave, a rappelé à tout le monde que plus on s'approchait de la poussière radioactive, plus le signal sonore du détecteur de rayonnement devenait pressant. Le temps dont il disposait pour sauver les victimes allait donc diminuer de plus en plus. Dès que le détecteur émettrait une alerte continue, tout le monde devrait évacuer immédiatement, sans la moindre hésitation. Aucun pompier n'osait baisser la garde, car la vie et la mort ne se jouaient souvent qu'à l'instant même où l'alerte retentissait. Anna, très inquiète, demanda aussitôt à David jusqu'où il pouvait s'approcher. David répondit solennellement que dès que le détecteur émettrait une alerte, il devrait immédiatement battre en retraite, car les dommages corporels causés par les radiations, une fois survenus, sont irréversibles. Non, tu vas garder ces radiations pour le reste de ta vie. Imagine un verre doseur. Chaque fois que ça sonne, tu rajoutes des radiations dans ce verre et tu ne pourras jamais le vider. Une cuillère à café me tuera pas, mais un verre, oui. Exactement. Les enfants frappaient désespérément contre les vitres en appelant à l'aide, mais le chauffeur du car scolaire était inconscient et avait besoin d'une aide d'urgence. Or, alors qu'il venait à peine de faire quelques pas, le détecteur de rayonnement se mit instantanément à sonner. Ils furent contraints de s'arrêter net et de délimiter immédiatement la zone dangereuse. En entendant les cris déchirants des enfants à l'intérieur du véhicule, tout le monde eut le cœur serré. C'est alors que David proposa d'aller d'abord vérifier l'état du chauffeur du camion. Surveillez bien vos appareils. Et on ne joue pas au héros. Compris. Les enfants frappaient désespérément contre les vitres pour appeler à l'aide. Les secouristes se sont immédiatement précipités vers eux, mais le détecteur de rayonnement ne cessait de sonner, les empêchant de s'approcher davantage. Les enfants à l'intérieur, ignorant du danger extérieur, ont cru à tort que les secouristes les laissaient mourir et s'apprêtaient même à ouvrir les vitres. Une scène qui a instantanément terrifié tout le monde. Les secouristes se sont empressés de crier aux enfants de ne surtout pas ouvrir les vitres et leur ont promis de les sortir de là au plus vite. L'alarme du détecteur ne cessait de retentir. Ils ne pouvaient que demander aux enfants de tenir encore un peu. Cette scène déchirante les étouffait tous au point de leur couper le souffle. C'est alors que le chauffeur du camion s'apprêta à descendre, mais fut immédiatement arrêté par les secouristes. À peine les secouristes avaient-ils fait un pas en avant que le détecteur se mit à nouveau à émettre une alarme stridente. Ils ne purent que baliser rapidement la zone dangereuse, sans oser s'approcher d'un pas de plus. Les enfants à l'intérieur du bus scolaire étaient déjà pris de panique. Les spécialistes en gestion des matières dangereuses n'arriveraient sur les lieux que dans un quart d'heure. Mais compte tenu de la gravité de la situation, ils ne tiendraient certainement pas jusque-là. Si l'on laissait la poudre radioactive continuer à se répandre, cela ne ferait qu'aggraver les risques d'irradiation. Aucun des secouristes présents n'osait agir à l'aveuglette. C'est alors, à ce moment critique, que David a pris l'initiative de s'avancer pour déplacer la boîte de poudre brisée qui gisait au sol. On en répandrait partout. Il y aurait du césium-137 partout! C'est pas vrai. Hé, non, arrête, fais pas ça. Arrêtez, restez dans le bus. Non, Hughes, Hughes, tu as déjà atteint la dose maximale. S'il te plaît, reste là. Hughes, on ne peut rien faire. Anna a repris ses esprits et a rassuré les enfants effrayés à travers la vitre de la voiture. Mais soudain, Alan ouvrit la vitre, un geste qui stupéfia instantanément tous les secouristes présents. L'air perplexe, Alan leur demanda pourquoi il tardait tant à porter secours. Anna lui expliqua patiemment la situation, mais Alan, inquiet, précisa que sa mère se trouvait également dans la voiture et qu'elle était déjà blessée. Les secouristes n'eurent d'autre choix que d'expliquer aux enfants qu'une substance extrêmement dangereuse se trouvait à l'extérieur du véhicule, dont le danger dépassait de loin celui d'une simple égratignure ou coupure. Les secouristes ont estimé qu'ils ne pouvaient plus le cacher et lui ont donc dit la vérité. Ce qui était répandu sur le sol était du césium-137, une substance radioactive. Alan a pris conscience de la gravité de la situation, a immédiatement fermé la vitre et a averti tous les occupants du bus de s'éloigner des vitres. Alors que tout le monde sur place venait de pousser un soupir de soulagement, l'instant d'après, Carl a ouvert la portière d'un coup sec. Monsieur. Non, 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 non! Ne venez pas m'aider!
Karl descendit directement du car scolaire et les secouristes sur place pâlirent instantanément. Ils s'empressèrent de le convaincre de rester sur place, mais Karl répondit que tout le monde était conscient de la situation. Ce n'était qu'en retirant les boîtes de poudre au sol qu'on pourrait empêcher les enfants d'entrer en contact avec la poudre radioactive et que l'équipe de secours aurait alors la possibilité de s'approcher du car pour mener à bien le sauvetage. À présent, les niveaux de radioactivité sur place dépassaient les limites autorisées et les secouristes ne pouvaient tout simplement pas s'approcher du camion. Il a avoué qu'il était resté longtemps à l'intérieur du véhicule et qu'il était donc déjà exposé aux radiations depuis un certain temps. Et moi, j'ai déjà été exposé. Laissez-moi faire. Je vais y aller. Ma vie sera peut-être un peu plus courte, mais la vôtre et celle des enfants, elles seront épargnées. Eddie tenta de dissuader Karl de prendre ce risque, mais celui-ci était déjà prêt à assumer toutes les conséquences. Il avoua qu'il avait lui-même une fille et que si c'était son enfant qui était coincé aujourd'hui, il aurait lui aussi souhaité que quelqu'un se sacrifie. C'est pourquoi cette mission devait être menée à bien par lui. Entraînant sa jambe blessée, Karl se précipita résolument vers la zone dangereuse où se trouvait la poudre radioactive. Toutes les personnes présentes le regardaient en silence, les yeux remplis d'admiration. Avec la plus grande prudence, il a placé le conteneur de poudre radioactive 137 qui avait fuité dans un fût de collecte spécial, réussissant ainsi à évacuer cette source de contamination mortelle hors de la zone dangereuse. Dès que l'obstacle a été éliminé, les secouristes se sont immédiatement précipités vers le car scolaire pour évacuer un à un les enfants pris au piège. Dans le même temps, les équipes de gestion des produits chimiques dangereux sont également arrivées sur les lieux en temps voulu. Cette crise radiologique palpitante a finalement été résolue avec succès. Tous les enfants à bord ont été sauvés sains et saufs. Karl, qui s'était interposé, a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins. C'est précisément grâce au courage et au sens des responsabilités de cet homme ordinaire que, face à une radiation mortelle et invisible, une lueur d'espoir a pu être préservée pour tous les enfants du car.